Connectez-vous, on va quitter ici. L'incontournable. Voilà, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va quitter ici. Ça va? Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Et n'oubliez surtout pas de me donner mes étoiles. Donnez-moi mes étoiles. Demain est dimanche. Demain est un grand jour de Dieu. Donc en me donnant les étoiles, vous faites un don à Dieu. Ne me regardez pas. Vous allez dire, c'est toi qui es Dieu maintenant. Je ne suis pas Dieu. Hein? Mais en me donnant des étoiles, c'est comme si vous donnez un don à Dieu. C'est comme si quand tu es à la mosquée, tu donnes de l'argent là. Est-ce que c'est à l'imam que tu donnes? Mais c'est à Dieu que tu donnes. Quand tu es à l'église, tu donnes un truc, l'argent. Tu mets ça dans le truc, je ne sais pas, dans le pot de quête ou bien de don, je ne sais pas. Est-ce que c'est au pasteur que tu donnes? Non, tu donnes ça à Dieu. Donnez les étoiles. En donnant les étoiles, ce n'est pas à Dieu que vous donnez, mais vous faites une preuve d'humanisme devant le grand Seigneur, devant Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Ou bien si tu es musulman, tu fais ça devant Allah. Donc voilà, c'est très important. N'hésitez surtout pas à me donner mes étoiles et partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. L'incontournable. Mario Zagallo, big up à vous. Jabi Mohamed, big up à vous. Maître Momo de Premier. Voilà, donc connectez-vous, 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 en quitter ici, on se laisser en même temps. Connectez-vous, on se laisser. En même temps, mieux. Laissons-nous vivants. Ah, mais, c'est quoi ça? Voilà, connectons-nous. Mettons-nous ensemble, on se laisser en même temps. Laissons-nous vivants. Laissons-nous vivants. Alors, donc, on va aller vite. On va aller vite faire. C'est pas pour durer. Il est quelle heure? Il est 18h14. Donc, il se fait déjà tard. Donc, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 heures plein de roi, El Padrino, Camari, des ou la Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la politique de Charles Blegoudé et de la victoire de Vladimir Poutine. Nous n'allons pas durer, c'est une courte vidéo. Voilà, une vidéo qui est très courte. C'est très important. Il y a des gens qui me demandent, mais Guégué, tu fais babysitter. Ah. Pourquoi vous posez ce genre de questions? Parce que souvent je suis avec les enfants. Non, je suis avec les enfants quand j'ai le temps. Et puis quand je suis là, et que ce jour-là je n'ai pas bougé, il faudrait que j'aide la mère des enfants. Je ne peux pas abandonner les enfants à leur truc, à leur mère. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous ne sommes pas en Afrique où la femme fait tout seul. Non. Vous comprenez? Nous ne sommes pas en Afrique où la femme fait tout seul. Voilà. Par exemple, aujourd'hui est un truc au week-end, je suis à la maison. La mère prépare. Donc je suis là avec mes braves enfants. Donc vous voyez. Pendant qu'elle prépare, je ne vais pas lui dire attrape les enfants et tout. Quand moi aussi je prépare, elle aussi elle surveille les enfants. Donc on s'entraide, c'est très important. Alors, donc ça c'était entrer à la matière. Donc l'avocate et la ministre vous saluent. Voilà, toutes les deux vous saluent. Elle donne biberon, elle donne tétine à sa petite soeur. Vous voyez. Donc voilà, ça ce sont mes deux soldats. Alors donc on passe aux choses sérieuses. C'est très important. Voilà, Isiaka Bagaga, c'est ça. Parce que des gens qui ne comprennent pas, quand ils te voient un enfant, c'est baby-sitting. Parce qu'en Afrique, mais non, putain, arrête.
Seigneur. Mimi. On fait pas ça, ça va? Faut pas frapper, hein? Tiens. Tiens. Va. Ah, désolé. Voilà, donc, des gens me demandent ceci, cela, voilà, c'est comme ça en Europe. Hein. Quand tu as le temps, il faut aider madame. Madame aussi aide et vous avancez. On ne peut pas faire n'importe quoi. Laisse. Un samedi, un dimanche, comme ça, on va où? Donc, on s'entraide. Quand je prépare, elle prend les enfants. Quand je prends les enfants, elle prépare et tout. Donc, voilà. Alors, donc, nous allons continuer le direct. C'est très important. Parlons de Blé Goudé d'abord. La politique de Charles Blé Goudé. Non, non. Tiens. Tiens. La politique de Charles Blé Goudé. Ah. Blé Goudé avec son histoire de proverbe. Il parle maintenant en parabole. Il dit, quand le chien est avec son maître, il se croit fort. Mais en un mot, ça veut dire tout simplement... En fait, quand il parle comme ça, il s'adresse aux gens qui sont autour de Laurent Gbagbo, en fait. Il dit, quand le chien est avec son maître, il crie fort, il aboie fort. Donc, ça veut dire, ses amis-là, il les appelle chiens. Et tout cela, il parle des Damana Picasso, il parle des trucs des Awa Domelo, hein? Il parle des trucs des Konaté Navigué, il parle de Stéphane Kipré, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de Gbagbo là, il est traite de chien. Et donc il fait comprendre aux Africains et aux Ivoiriens comme quoi c'est parce que Gbagbo est là, voilà pourquoi il parle fort. Mais le jour où Gbagbo ne sera plus là, ils vont voir qui est qui dans le pays là. Donc c'est un défi qu'il lance, c'est une manière de dire que non, ceux-là ils valent rien. Ils ne valent rien et qu'ils sont visibles pour le moment à cause de la présence de Gbagbo. Mais le jour où Gbagbo ne sera plus là, ça sera terminé pour eux. Donc voilà un peu de la manière il parle en parabole. Mais nous on comprend ces paraboles. On comprend et on sait ce qu'il dit. Il veut dire par là. Non, viens. On comprend et on sait ce qu'il veut dire par là. J'aimerais donner un conseil à Charles Blé Goudé. Blé, tu es trop pressé. Tu es trop pressé. Tu es trop pressé comme diarrhée. Ah, Blé, on ne fait pas ça. Regarde dans l'histoire de l'humanité. Ceux qui ont été des hommes pressés ne sont rien devenus. Des personnes pressées là arrivent toujours tard. Si tu avais été patient, aujourd'hui, je pense que le poste que Damana Picasso détient là, c'est toi qui allais détenir ça. Je pense même que Gbagbo allait dire il faut être le candidat du PPAC. Et tous ceux qui font confiance à Laurent Gbagbo, et comme toi, tu n'étais pas en conflit avec Afi, tu n'es pas en conflit avec Simone Gbagbo, tu allais essayer de négocier avec eux pour qu'ils puissent se rallier à toi. Et tu allais être l'unique candidat. Peut-être ça allait te permettre de devenir quelque chose dans le pays. Mais non, tu ne le fais pas. Je vais te rappeler encore, dans cette deuxième vidéo, sache bel et bien que les militants du RADP peuvent jamais te voter. Il faudrait que ça rentre, c'est-à-dire tes militants, les militants du COGEP, et toi-même là, il faudrait que ça rentre dans vos têtes. Ce ne sont pas les militants du RADP qui vont te voter, parce que les militants du RADP là, ils savent bel et bien qu'on t'appelle Blé la machette. Et puis ils te reprochent toujours comme quoi tu étais
celui qui les a décapités, à Yopougon, il t'appelle toujours Blé la machette. Ils t'ont pas oublié. Les militants du RADP disent que non, tu les as fait souffrir. Ils t'ont jamais oublié. Et ça est dans leur tête. Même s'ils te supportent parce que tu es en désaccord avec Gbagbo ou bien tu es en désaccord avec tes amis d'hier, mais ça c'est un support, je dis, c'est un soutien éphémère, plutôt, excusez-moi, c'est un soutien éphémère, parce que ce soutien-là, ça n'ira nulle part. Ce soutien-là, c'est un soutien circonstanciel, ça va passer, parce que ce n'est pas un soutien solide qui va te permettre de devenir quelque chose, qui va te pousser à dire, bon, tu comptes sur des gens qui te supportent, et que si un jour il y a élection, ces gens-là vont te voter dans les urnes pour que tu deviennes quoi que ce soit. Jamais, Blé, faut jamais t'imaginer, faut jamais te faire de tels films. Si j'étais à ta place, voici ce que j'allais faire, j'allais mettre sur place comme stratégie. Ce que tu devrais mettre sur pied comme stratégie, il fallait non seulement tout faire pour avoir le soutien des pro-Afi, le soutien des pro-Simone Gbagbo, le soutien de pro-Laurent Gbagbo. Donc, tu devrais être celui qui allait être l'élément central capable de discuter avec tes collègues d'hier. Tous ceux qui ne s'attendent pas là, il fallait être le rassembleur. Tu devrais être le cœur, même le poumon de tous ceux-là. Si tu jouais ce rôle-là, Atia, tu avais gagné. C'est-à-dire Gbagbo ne s'attend pas à Simone Gbagbo, il ne s'attend pas avec Afi Nguessan, Afi ne s'attend pas à Gbagbo, Afi ne s'attend pas trop à Simone Gbagbo, tout est mélangé, tout est touffu et tout. Mais toi, Blé, en tant que leur ancien collègue, en tant que leur ancien ami, si tu te positionnais en tant que quelqu'un qui ne soutient ni l'autre, ni qui que ce soit, puisque c'est ce que tu as dit, il ne fallait jamais faire l'erreur de tirer sur qui que ce soit. C'est-à-dire, tu allais bien parler de Gbagbo, tu allais bien parler de Simone, tu allais bien parler d'Afi Nguessan. En retour, tu allais essayer de négocier pour leur faire comprendre que la séparation n'est pas une bonne voie. Et tu allais être le médiateur. Tu devrais te positionner en tant que le leader unique de l'opposition venant de l'ancien mouvement du FPI capable de discuter avec ses collègues d'hier. Mais tu ne l'as pas fait. Tu prends position. Tu critiques Gbagbo, tu lui lances des missiles, tu parles en parabole. Tu appelles tes collègues d'hier, tu les appelles en chien. Mais avec ça là, tu veux devenir quoi? Tu aspires devenir président. Je te rappelle que les militants du PDCI ne vont pas te voter. Ce n'est pas les militants du PDCI qui vont faire de toi président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas eux qui vont faire de toi le président de la Côte d'Ivoire. Donc, si quelqu'un devrait faire de toi le président de la République de Côte d'Ivoire, ce sont les militants d'hier, ou les militants de ton ami Gbagbo, les militants de ton ami Simone Gbagbo, les militants de ton ami Afi Nguessan, c'est ceux-là qui allaient faire de toi le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en gueulant, ce n'est pas en te séparant, ce n'est pas en tenant des discours de paraboles qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Tu veux faire comme KKB. Tu veux faire comme KKB. KKB, il est où aujourd'hui? Est-ce qu'il compte comme une personnalité politique puissante en Côte d'Ivoire? Il ne compte même pas. KKB, la place qu'il avait au sein du PDCI RDA, il n'a plus cette place, il a perdu ça. Parce qu'il a osé défier Bédié, qui était son mentor. Il a osé le défier. Il a osé se montrer comme s'il était grand.
Mais je ne comprends pas. Votre génération de fils là, il y a quel problème? Kakabe, Soro, Blegoudé, vous là, vous n'avez aucun respect. Et quand je regarde vous trois là, et vous étiez amis, hein? Vous trois là, vous étiez amis. Soro, Diom, Kakabe, vous trois là, vous étiez amis. Mais vous trois là, vous avez désobéi à vos mentors. Il y a quel souci? Parce que ceux qui ne veulent pas attendre la vérité, c'est une vérité absolue. Prenez Soro Diom. Est-ce qu'il n'a pas désobéi à la Sambatra? Prenez Kakabe. Est-ce qu'il n'a pas désobéi à Henri Konabedi? Prenez Blegoudé. Est-ce qu'il n'a pas désobéi à Laurent Gbagbo? Donc le problème là, ce n'est pas une question des vieux. C'est une question de ceux-là. Les Blegoudé, les Soro et les Kakabe, leur génération là. C'est des gens qui n'ont aucun respect. C'est des gens qui sont véreux. C'est des petits profiteurs qui ne savent rien de la politique, qui veulent au coûte que coûte faire la politique. C'est des gens, ils font la politique parce qu'ils voient leurs propres intérêts. Ils ne comptent pas sur les intérêts du pays. Ils n'en ont rien à foutre. C'est des gens, ils luttent pour avoir des milliards dans leur propre poche. Donc, si Tsoro a trahi, Blegoudé a trahi, Kakabe a trahi, vous allez critiquer qui? Ah, c'est Gbagbo qui est... Non, 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 c'est pas Gbagbo qui est mauvais. C'est la génération Blegoudé, Soro et Kakabe qui est mauvaise. C'est très important. C'est la génération là qui n'est pas une bonne génération. Ils ont une génération corrompue, une génération dangereuse, non seulement pour les Ivoiriens. Et ceux-là, ils ont joué un rôle dans la mort des citoyens ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas écarter leurs actions qu'ils ont menées lorsque les Ivoiriens mouraient. On passe notre temps à accuser les vieux seulement. Oh, c'est Gbagbo, c'est Alassane, oh. Oh, c'est Gbagbo, oh, c'est Alassane, oh, c'est Bédier. Et on oublie que les Blegoudé, les Kakabe, les Soro Diom, là, ils ont joué un rôle capital dans la mort de la jeunesse ivoirienne. Et aujourd'hui, ils veulent se dédouaner. Ah, je me suis battu pour tel vieux. Tu t'es battu pour quel vieux? Vous êtes foutus de la gueule des Ivoiriens. Parce que vos actions dépassaient l'entendement de vos mentors. Vous avez posé des actes sur lesquels vos mentors ne vous attendaient pas. Est-ce que vous comprenez? Chut, laisse. Excusez-moi, accordez-moi 2 minutes, je vais faire quelque chose rapidement. Excusez-moi. Juste 2 minutes, s'il vous plaît.
Voilà, je suis là. Désolé, j'étais absent. Je sais que les gens se sont déconnectés. Désolé. Alors, donc, je disais que Bleu Goudé, sa génération, c'est des gens qui ont été toujours des traites. Quand on dit traite, oh, mais laissez-les s'émanciper. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de créer leur propre parti politique? Je n'en disconviens pas. Ils ont tout à fait le droit de créer leur propre parti politique. Mais lorsque tu crées ton parti politique, tu n'es pas obligé de rentrer en conflit contre ton mentor d'hier. Parce que vous parlez, oh, Soro a le droit, Bleu Goudé a le droit, KKB a le droit. Mais ceux-là, ils étaient quoi avant de devenir ce qu'ils sont et avoir le droit de créer leur propre mouvement politique? Ils étaient quoi au début? C'est ça la question. Ils étaient quoi au début? Vous vous dites que vous êtes des croyants. On dit le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait là, ce n'est jamais perdu. Et il ne faut jamais oublier ton bienfaiteur. Il ne faut pas chier sur ton bienfaiteur. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas vouloir la mort de ton bienfaiteur. À un moment donné de ta vie, il faut savoir que tu n'étais rien et que Dieu est passé par quelqu'un qui t'est venu en aide, qui t'a sauvé la vie, qui t'a permis d'être ce que tu es. Mais si tu es devenu ce que tu es là, pourquoi tu chies sur la personne que Dieu a utilisée pour faire de toi ce que tu es devenu? C'est ça la question. Mais regardez autant de trucs au Houphouët-Boigny. Autant du Houphouët-Boigny, il y avait des cadres. Oh, je dis bien, il y avait des milliers de cadres en Côte d'Ivoire. Ces cadres-là, Houphouët les a fait. Parce qu'ils étaient rien quand Houphouët prenait le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils ont évolué auprès d'Houphouët. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais personne parmi ces cadres-là n'a jamais défié Houphouët parce qu'ils connaissaient leur bienfaiteur. Gbagbo défiait Houphouët parce que ce n'est pas Houphouët qui a fait Gbagbo. Oui, c'est ce que je tiens à vous dire. Gbagbo là, il défiait Houphouët parce que d'autres vont dire, mais est-ce que Gbagbo n'a pas défié Houphouët? Oui, il a défié Houphouët. Parce que, politiquement parlant, ce n'est pas Houphouët qui a fait Gbagbo. Donc, il avait la légitimité de défier Houphouët. C'est très important. Mais les Henri Koné Bédié, les Lona Dona Fologo, les trucs, tout cela, c'est Houphouët qui les a fait. Même le père de Yasmine Onyela, c'est Houphouët qui l'a fait. Les Donvaï, son père là, c'est Houphouët qui a fait tout cela. Est-ce que autant d'Houphouët ils avaient osé défier Houphouët? Non. D'autres ont créé leur parti politique. Après la mort d'Houphouët-Boigny, parce que c'est Bédié qui était là. Et comme ils savent que ce n'est pas Bédié qui les a formés politiquement parlant, ils avaient maintenant la liberté de créer leur propre mouvement. Je fais allusion ici à celui qui a créé le RDR. C'est Houphouët qui l'avait formé politiquement parlant. Mais il n'a pas créé le RDR pendant que Houphouët vivait. Il a créé le RDR après la mort d'Houphouët. Et il s'est dit, lui et Bédié, là, ils sont la même chose. Et donc là, il va s'émanciper. Son parti qu'il a créé là, mais ça a pris de l'ampleur, le RDR, qui est devenu aujourd'hui RADP. Mais pourquoi, toi, Blé, Gbagbo est vivant? C'est grâce à Gbagbo que tu es devenu ce que tu es. Parce que tu n'as pas été le seul F6 en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, si on veut citer les noms des F6, ils sont nombreux. Mais est-ce que tous les F6 ont réussi de la manière dont toi tu as réussi? Qui a fait la promotion de tous ces F6 là? Tu n'es pas le seul qui a l'oratoire. Il y a des F6 qui ont l'oratoire plus que toi. Mais qui a fait leur promotion? Tout simplement, ils n'ont pas eu quelqu'un, un cadre en Côte d'Ivoire là-bas, pour les booster, pour faire d'eux ce que toi tu es devenu. Mais toi, Gbagbo, a fait de toi ce que tu es devenu. Parce que d'autres disent, oh, c'est Bleu Goudé qui a fait Gbagbo. À cause de Bleu Goudé. Ah! Vous êtes sûr? Bleu Goudé a fait Gbagbo.
Blé Goudé a fait Gbagbo. Ouais, c'est parce qu'il savait parler. Écoutez, Blé Goudé n'est pas le seul jeune dans le monde qui sait parler. Vous savez, il y a des politiciens qui recrutent des mercenaires, paroliers. Gbagbo avait de l'argent, il était au pouvoir, non? Il pouvait recruter n'importe quel bon parolier pour lui donner l'argent et dire, baille pour moi, parle pour moi. Et ce dernier allait galvaniser la foule. Il allait même naturaliser ce dernier. Mais oui, vous ne le savez pas. Oui, ça existe. Tu peux louer quelqu'un qui n'est même pas du pays. Tu lui donnes la nationalité. Tu le finances. Et tu dis, il n'a qu'à parler pour toi. Il parle pour toi. Il rassemble les gens. Comme des fourmis. C'est un mercenaire parolier. Gbagbo pouvait le faire. Même en Côte d'Ivoire, il y a des grands paroliers. Il suffisait que Laurent Gbagbo mette l'argent sur la table. Et des gens allaient se montrer. Est-ce que est-ce que... Ah! Mais il y a des fessiers, ils prennent le micro quand ils parlent. Les gens sont tranquilles. Il suffit de leur donner de l'argent. Il suffit de les booster. Il suffit de leur permettre d'être dans des bonnes conditions. Et puis vous allez voir de quoi ils sont capables. Est-ce que vous le savez? Donc si Blé Goudé a atteint ce niveau-là, c'est parce que Laurent Gbagbo a permis à Blé Goudé d'avoir les bonnes conditions. Et pour avoir les bonnes conditions, il lui fallait la liberté d'action. C'est-à-dire, il ne fallait pas qu'on l'empêche d'agir sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Donc, il pouvait faire ses meetings dans les Sorbonnes, partout où il voulait, quand il voulait. Est-ce que vous me comprenez? Mais les autres Ivoiriens, ce n'était pas le cas. Et donc, on lui a accordé la liberté d'action. Il pouvait rentrer partout. Dans tous les mystères. Trucs comme ministère plutôt. Il pouvait rentrer partout. En dehors de ça, on lui a donné les moyens de sa politique. Parce que ça aussi, ça a besoin d'argent. Beaucoup de ça. Ça va? Ouais. Donc, ils lui ont donné les moyens de sa politique. Parce que Blé Goudé, il n'avait rien pour se déplacer. La sécurité, il fallait autour de lui une bonne sécurité. Est-ce que vous comprenez? Il fallait autour de lui une bonne sécurité. Et donc, les militaires qui l'accompagnaient partout, il fallait les payer. Ce n'était pas les parents de Blé Goudé qui donnaient de l'argent à ces militaires. C'était le pouvoir de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? L'argent des Ivoiriens. Parce que cet argent venait des caisses de l'État. Et dit caisse de l'État, c'est ceux qui cotisent pour payer les impôts. Donc, c'est l'argent des Ivoiriens. Donc, ce sont les Ivoiriens qui ont financé Blé Goudé. Sous le gouvernement de Laurent Gbagbo. Qui a permis cela. Et ça fait de lui Blé Goudé. Donc, à un moment donné, il doit être reconnaissant envers le vieux. Quand c'était chaud, est-ce que Blé Goudé est resté au pays? Il a fui, non? Il n'a pas abandonné les gens. Ceux qui disent non, Blé Goudé a lutté pour Gbagbo, n'importe quoi. Lui, il lance un appel et puis il fuit, il quitte le pays. Et il met la vie des Ivoiriens en danger. Pendant que lui fuyait, il était paisiblement logé au Ghana, en train de manger en train de manger un truc en tête d'agouti, en train de manger foufou, en train de manger foutou, un truc riz sauce graine. Des gens mouraient devant le palais présidentiel. Les Ivoiriens mouraient. Et ces Ivoiriens-là, c'est eux, les braves. Ces Ivoiriens qui sont morts, ceux qui ont des séquelles, ceux qui étaient au front, c'est ceux-là. Ce sont ces Ivoiriens. On ne parle pas des lâches comme les Blé Goudé qui fuient dès lors qu'ils attendent un petit bruit de truc de Kalachnikov. Ils fuient, ils quittent le pays. Ceux qui n'ont pas quitté le pays, ceux qui sont restés dans le pays, ceux qui ont fait face aux armes des FSI, ceux qui ont fait face aux hélicoptères, aux forces licornes, ceux qui étaient là, ceux qui sont morts, c'est ceux-là qui sont les braves.
Ce n'est pas Blé Goudé. Ce n'est pas Blé Goudé. Arrêtez de dire Blé Goudé s'est battu pour Gbagbo. Ceux qui se sont battus pour Laurent Gbagbo, ils étaient sur le terrain. Ils ont été là jusqu'à ce que Laurent Gbagbo soit arrêté. Et d'autres, même malgré l'arrestation de Laurent Gbagbo, à Yopougon, il y avait des résistances. Blé Goudé n'était plus sur le territoire ivoirien. C'est un lâche. Avec tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a eu, il a fui. Mais ceux qui n'avaient rien eu, ceux qui n'ont même pas touché un franc, mono cassé de la part de Laurent Gbagbo, c'est ceux-là qui ont donné les poitrines. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus leurs parents. Il y a des enfants qui n'ont pas connu leurs parents. Parce qu'il y a certains parents, leurs enfants étaient encore bébés. Et ils sont partis au front. Ils sont morts. Ces enfants-là, ils sont aujourd'hui grands. Ils ne savent pas qui étaient leurs parents. Il y a d'autres, même ils ne connaissent même pas la tombe de leurs parents. Parce que tous ceux qui sont morts, on ne les a pas enterrés dignement. Souvent, d'autres ont été enterrés dans des fosses communes. D'autres sont portés disparus. D'autres sont jetés dans des puits. C'est ceux-là, leurs parents qui sont des vaillants. C'est ceux-là, leurs parents qui ont aidé la Côte d'Ivoire, qui ont aidé Laurent Gbagbo. Parler, tout le monde peut parler. Parler, tout le monde peut parler. Mais mener des actions, ce n'est pas tout le monde qui est capable de mener des actions. Blé Goudé n'a pas pu mener des actions. Il a gueulé. Il a gueulé. C'est lui, on devrait dire, quand le chien est avec son maître, il crie, il aboie. Mais lorsque son maître est dans des difficultés, le chien fuit. Et c'est lui, Blé Goudé, qui est le chien. C'est lui qui a fui. Lorsque Laurent Gbagbo était dans son bunker, il a fui parce que le maître n'était plus là pour le protéger. Il était obligé de fuir la queue entre ses jambes pour aller au Ghana. C'est Blé Goudé qui est un lâche. C'est lui le chien. Ce ne sont pas les autres qui sont des chiens. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc, à partir d'aujourd'hui, épargnez-nous cette histoire de Blé Goudé s'est battu. Blé Goudé, non, ceux qui se sont battus là, c'est vous. Vous qui me regardez, vous qui étiez là, vous qui... Il y a des gens, Blé Goudé aujourd'hui, est-ce qu'il ne fait pas des postes? Il montre ses enfants. Ah, c'est que j'ai porté dans mes mains, elle avait lorsque je fuyais la Côte d'Ivoire. Mais il y a d'autres qui ne verront plus leurs parents. Il y a d'autres même qui ont perdu leurs enfants. Il y a des femmes enceintes qui sont mortes dans cette histoire. Elles sont mortes avec leurs enfants, leurs bébés, dans leur ventre. Ces personnes vont dire quoi? Il y a des hommes, leurs femmes étaient enceintes, ils sont allés au front. Ils sont morts là-bas. Ces enfants sont nés aujourd'hui, ils vont dire quoi? Mais quand ils voient ça, et ils voient ce Blé Goudé en train de se comporter comme un voyou, ils vont dire quoi? Quel regard ils auront envers Blé Goudé? Parce que leurs parents sont morts à cause d'un appel venant de trucs. Et c'est un Blé Goudé. Tu appelais enfants des gens de sortir massivement et puis toi tu fuis. Et enfants des gens meurent. Et aujourd'hui tu as le culot de manquer de respect à Laurent Gbagbo. Tu as le culot de manquer de respect à ceux qui soutiennent toujours Laurent Gbagbo, qui avaient perdu leurs parents hier. Tu as le culot de leur manquer de respect. Tu veux que les gens n'ont qu'à te traiter comment? Tu pouvais créer ton parti politique, il n'y a pas de souci. Même le COGEP là, c'est pas toi qui as eu l'idée de créer le COGEP. Le COGEP là, c'est l'instrument de lutte de Laurent Gbagbo encore. Du FPI là. Donc, même si tu détestes Laurent Gbagbo, parce que beaucoup ne savent pas, ils pensent que COGEP c'est Blé Goudé qui a créé. Il n'a jamais créé COGEP. Allez-y vous renseigner, Blé Goudé, quand il quittait dans son Angleterre, il n'avait aucun mouvement politique. Est-ce que vous comprenez? Donc le COGEP a été créé par des jeunes, par des gens, des cadres et des jeunes au sein du pays pour soutenir Laurent Gbagbo. Il est venu, on lui a dit, bon, il faut diriger le mouvement. Donc il a hérité de ça. Donc ce qu'il appelle parti politique là, non seulement il a hérité de ça au sein du pays, ils lui ont donné l'argent, ils lui ont permis d'être ce qu'il est. Et aujourd'hui c'est lui qui a la grande gueule, qui fait sortir, qui tient des proverbes bizarres, qui n'ont ni queue ni tête, et qui se joue les grands. Tu vas devenir quoi? Tu veux négocier un petit poste ministériel, mais c'est tout ce que tu peux devenir ministre. Et je me pose des questions, qui va te nommer ministre? Tu n'es pas KKB, c'est pas parce que KKB avait joué ce jeu, et que Alassane Ouattara avait eu pitié de lui.
pour dire à Kakabe, tiens ce petit poste ministériel que toi, Blé Goudé, tu penses que Kakabe c'est Blé Goudé. Non, 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 non. Ouattara n'est pas Gbagbo. Tes conneries que tu fais là, Ouattara va jamais te nommer quelque part. Il a ses Touré Mamadou. Il compte sur... Ah mais bien sûr, ces Touré Mamadou sont là. S'il veut nommer quelqu'un là, ce sont les Touré Mamadou. C'est pas toi, Blé Goudé. Tu as trahi Gbagbo, c'est pas Alassane Ouattara, tu ne vas pas trahir. C'est un traître. Et je demande au RADP de ne jamais nommer ce dernier quelque part. Parce que de la manière il a trahi Laurent Gbagbo, il peut vous trahir demain. Il n'est pas fiable. C'est un voyou politique qui ne connaît rien du tout. Dans la politique, il fait la politique pour son ventre. Est-ce que vous comprenez? Donc je demande au RADP de ne jamais donner un poste quelconque à Blé Goudé Charles. Il n'a qu'à faire sa politique en restant dans ses proverbes. Il pense que c'est dans les proverbes qu'on évolue, on devient homme politique. Mougoussa de femme des gens. Tu as Mougou, la femme de François Kensi, qui est maintenant derrière toi comme un truc, un petit mouton. Je pense que tout le monde connaît la femme truc, de François Kensi. Je n'ai pas envie de dire truc, nom de qui que ce soit. Mais c'est lui qui porte pour ça. Et puis il y a une fille en Hollande, une femme en Hollande. Elle est gourou. Une femme en Hollande, elle est gourou, elle est maigre comme ça. C'est lui qui mougou ça. Elle est mariée à un homme blanc. Elle a 2 enfants. Et ces 2 enfants-là jouent au football. C'est lui qui mougou ça. Je n'ai pas envie de citer son nom. Elle a fait piercing ici. Sur sa langue. Elle est maigre, elle est gourou. Elle fait aussi des vidéos. Matin, midi, soir, elle est en Hollande. Elle est dans une ville proche de la Belgique, c'est-à-dire la ville hollandaise qui fait frontière avec la Belgique. C'est lui qui pompe ça encore. Malgré qu'il a sa femme. Mais il mougou ça. Donc c'est un mougousseur de femmes de ses amis. Il n'est pas fiable. C'est un politicien qui mougou tout le monde. Qui sépare, qui brise les couples. Et avec ça, tu penses que tu vas arriver quelque part? Ah, c'est vous qui citez non. Moi, je n'ai pas cité non. Je dis, il a mougou et il mougou la femme de François Kensi en dehors de cette dernière. Il mougou une femme gourou. Elle est maigre comme ça. Elle est maigre, elle a 2 enfants. Elle est mariée à un Hollandais. Et elle habite dans la première ville hollandaise qui fait frontière avec la Belgique. Je pense elle est là-bas, elle a fait piercing ici, sur sa langue. Elle fait vidéo. Vous qui connaissez, vous pouvez trouver cette dernière, vous saurez c'est qui. Il mougou encore celle-là. Non, je ne suis pas dans l'histoire de Mougouri, mais c'est une manière de vous montrer que ce mec, il n'est pas fiable. Peut-être tu vas vouloir poser ta candidature pour être député de Tipa Tipa. Comme Johnny Pakeko. Tu vas avoir, lui, Johnny Pakeko, il a eu 13. Lui, il a eu 13. Mais toi, tu risques d'avoir même un truc 8 voix. Tu risques d'avoir 8 voix. Oh, ça va, ça va. Tiens. Tu risques d'avoir 8 voix. Donc voici un peu ce qui est Blé Goudé. Il devrait respecter Gbagbo Laurent. Je dis Blé Goudé devrait respecter Gbagbo Laurent. Il ne devait pas manquer de respect à Laurent Gbagbo. Il ne devrait même pas manquer de respect à Laurent Gbagbo. Même si tu ne t'attends pas avec lui, tu devrais rester quand même poli envers lui. Ton comportement que tu as eu, et que ton comportement que tu as envers le vieux, ne va pas t'honorer, ne va pas te faire grandir. Au contraire, tu n'iras nulle part politiquement parlant. Des gens vont te trouver là, politiquement parlant, ils vont te dépasser. Ils vont progresser. Et toi, tu seras toujours là. Mougousseur que tu sois.
Donc voilà un peu, après avoir fini de dire ceci, on va maintenant sur le terrain ukrainien. On va parler maintenant de la victoire de Vladimir Poutine, l'homme fort des temps modernes. C'est très important. Vladimir Poutine, l'homme fort du 21e siècle. Alors, donc, en Ukraine, l'armée russe, ce n'est pas toute l'armée russe qui impose. Celle qui impose, c'est celle qui a combattu pour libérer récemment les différentes villes. Severodonetsk et Lysychansk. Donc, cette partie de l'armée qui était là-bas, positionnée là-bas, qui a libéré ce côté-là, c'est cette partie-là qui se repose. Parce que Poutine trouve qu'ils ont mené un combat dur, mais c'est très important. Parce que ceux qui mènent la bataille, ils ne sont pas des robots, ce ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains. Et donc ces gens-là ont le droit de se reposer. Si c'était eux qui étaient là encore en train de mener les offensives, je tiens à vous le dire que non, il y a longtemps, ils seraient déjà à Sloviansk. Mais cette partie de l'armée, c'est la meilleure troupe de la Russie qui a libéré ces deux grandes villes. Et là-bas, le combat n'a pas été facile. Les combats ont été les combats les plus sévères. Ce sont les mêmes là qui ont libéré Mariupol. Donc, c'était les meilleurs qui étaient positionnés de l'autre côté. Mais ceux qui sont de l'autre côté, vers Izoum, qui descendent vers Sloviansk, bon, c'est déjà, ils sont bons, mais ils ne sont pas trop bons. Voilà pourquoi, depuis là, ils n'avancent pas de l'autre côté. Donc, Poutine veut les faire reposer. Parce qu'il y a maintenant la troisième phase qui va commencer. Il y a eu deux phases déjà. C'est la troisième phase qui va commencer. Et cette troisième phase, il aura une offensive de grande envergure sur le territoire ukrainien. Et c'est ce que les Occidentaux ne comprennent pas. Quand ils disent que non, l'armée russe est affaiblie. Je tiens à vous rappeler que la région qui reste là, Donetsk, parce que c'était deux régions, Lugansk et Donetsk. Donetsk, cette partie de Donetsk qui reste, il y a 3 villes uniquement. Le reste là, ce sont des plantations. C'est du champ. Il n'y a pas de ville là-bas. Ce sont des petits villages, des plantations. Il y a Sloviansk, il y a Kramatorsk, et il y a la dernière ville, ça y est, un peu vers le sud. Pas au sud de trucs, mais au sud-est de la région de Donetsk, qu'on appelle, j'ai oublié un peu le nom, mais il y a 3 grandes villes. Si ces 3 grandes villes tombent, oh, arrête, tiens, tu as quoi? Tiens. Donc, une fois que ces 3 grandes villes seront libérées, il n'y a plus de ville à tirer. Il n'y a qu'un truc de la verdure. C'est-à-dire plantation de trucs comment on appelle ça, de blé, de maïs, jusqu'à ce que il y ait encore d'autres villes qui sont en dehors maintenant de la région du Donbass en fait. Donc la bataille va se passer sur 3 villes clés. Kramatorsk, Sloviansk et l'autre, comment on appelle ça? Il y a une ville, non, c'est pas Nikolaev. Nikolaev, ça c'est en dehors des trucs de la région du Donbass. Donc voilà un peu. Voilà pourquoi Poutine n'est pas pressé. Il a dit, si les Occidentaux tardent à négocier maintenant, et que ça dure, ça sera difficile de négocier avec la Russie. Attends.
Attends. Attends. Je viens, excusez-moi. Voilà. Bamout. Voilà. Voilà. Donc, c'est Bamout. Donc, il y a Kramatos. Hein? Il y a Sloviansk et il y a Bamout. Donc, voici les trois grandes villes qui restent dans la région de Donetsk. Si ces trois villes sont prises, c'est fini. Il n'y a que de la végétation. Il n'y a plus de villes. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de combat. Hein? Jusqu'à ce que la Russie décide de lancer une offensive vers Nikolaev ou les autres villes. Et donc, c'est Nikolaev et les autres villes, là, ça y est, en dehors de la région du Donbass. Voilà la vérité. Voilà pourquoi, quand on dit la Russie a gagné la bataille du Donbass, c'est clair. Parce que tôt ou tard, ces trois villes vont tomber. Puisque la Russie n'est pas loin, les troupes russes sont à 10 km de Bamout. Kramatos, de l'autre côté, non, Sloviansk, ils sont à 30 km de Sloviansk, ils sont à 10 km de Bamout, et ils sont à peu près à 50 ou 60 km de trucs de Kramatorsk. Donc, c'est déjà presque fait. C'est presque fait. Parce que quand la Russie va lancer, après le repos de ses forces, mais la première offensive, ça sera sur Bamout. Ils vont libérer Bamout. Donc, s'ils libèrent Bamout, il va rester deux villes Kramatorsk. Et il se peut qu'il y ait une offensive sur les deux grandes villes, Kramatorsk et Bamout, à la même heure, au même instant. Et donc, ils vont libérer ces villes-là. Donc, l'Ukraine va perdre le Donbass. Et quand ils vont libérer le Donbass, il restera comme on appelle ça, Odessa. Voilà pourquoi Poutine dit c'est le moment de négocier. Parce que ce que la Russie a fait là, ce n'est rien d'abord. La Russie n'a même pas encore commencé les choses sérieuses. Parce que Poutine il sait que les choses sérieuses, c'est le sud de l'Ukraine. C'est en libérant le sud de l'Ukraine. En libérant le sud de l'Ukraine, les gens comprendront que l'Ukraine deviendra un pays qui n'aura plus accès à la mer. Un pays enclavé. Parce qu'un pays où la mer ne passe pas, ça devient un pays enclavé. Et donc, si l'Ukraine devient un pays enclavé, à un moment donné, l'Ukraine ne va pas pencher du côté occidental à 100%. Ils seront obligés de négocier avec les Russes parce qu'ils auront besoin des ports que les Russes vont contrôler pour le transit de leurs marchandises. C'est très important. Et donc, la Russie, qu'ils veulent ou pas, aura une influence sur le reste de l'Ukraine. C'est clair. Donc voilà, c'est pas les Ukrainiens, ils vont pas aller dans la brousse pour dire ils vont défendre là-bas. Non, non, non. Ils vont vouloir mettre des trucs, leur position dans les trucs à l'entrée des différentes villes. Et donc la végétation, si ces trois villes sont libérées, il n'y aura que la végétation. C'est pas là-bas. Peut-être ils vont poser des mines dans les champs, ceci, cela. Mais c'est pas là-bas. Ils vont dire bon, ils vont mettre des positions pour défendre, parce que c'est vaste. Ils vont pas aller défendre là-bas. Ils vont défendre auprès des villes. Non, ils vont perdre un très grand territoire. Donc, c'est très important. C'est très important. Alors, voici ce qui se passe. Ce que l'Occident n'a pas prévu, ce que l'Occident ne comprend pas. Et l'Occident pense que la Russie manque de munitions, manque de trucs d'armement, c'est du n'importe quoi. Vous savez, au temps de l'Union soviétique, ce bloc, sa spécialité c'était de fabriquer des armes. Donc l'Union soviétique avait produit des milliers d'armes et des milliers de trucs de munitions. Est-ce que vous comprenez? C'était le pays qui avait plus de missiles nucléaires au monde. Et l'Ukraine était la deuxième puissance nucléaire, la troisième puissance nucléaire au monde, devant la France, devant l'Angleterre, devant la Chine, devant la Corée du Nord, devant Israël. L'Ukraine était troisième puissance nucléaire du monde dans les années 90.
jusqu'à ce que la Russie récupère les armes nucléaires ukrainiennes. Est-ce que vous comprenez? Donc, les munitions que l'Union soviétique avait produites à son temps, toutes ces munitions et ces armes soviétiques, la Russie les a pris. Donc, c'est des gens qui ont des tonnes, des millions de tonnes de trucs, de munitions et d'armes. C'est ce que les Occidentaux n'ont pas prévu. C'est ce que les Occidentaux n'ont pas prévu. Eux, ils pensent que non, la Russie manque. Non. Quelqu'un qui manque de munitions, qui tire 50 000 obus par jour, mais c'est du n'importe quoi. Quand tu manques de munitions, mais tu tires moins. Tu fais très attention. Quand tu manques de trucs, tu tires moins. Tu fais très attention. Donc voilà un peu ce qu'il y a. Et c'est ce qui échappe aux Occidentaux. Malgré les armes soviétiques que les Russes utilisent, c'est une humiliation pour l'industrie de l'armement occidental. Parce que l'Occident envoie leurs nouvelles armes aux Ukrainiens, mais malgré cela, les Ukrainiens perdent du terrain. Malgré cela, les Russes avancent. Ça veut dire que les armes soviétiques sont plus efficaces que les armes occidentales. Malgré ces armes sont de nouvelles générations et précises, mais quand même les Russes avancent. Donc c'est une humiliation devant le monde entier que les vieilles armes soviétiques sont plus efficaces que les nouvelles armes occidentales. Maintenant, si la Russie utilise ces nouvelles armes, qu'est-ce qui se passera? Donc la Russie n'est pas un truc gawaz. Elle garde précieusement ces nouvelles armes au cas où il y a intervention de l'OTAN. Alors elle va faire sortir ces nouveaux missiles. Voilà, donc les missiles qui sont lancés pour le moment, ce sont des trucs de vieux missiles, KH-22, mais bon, le missile qu'on appelle Calibre, c'est un nouveau missile, mais il y a le Zircon que la Russie n'utilise pas, c'est aussi un missile de croisière, ça ce sont des missiles hypersoniques, la Russie n'utilise pas le Zircon. Hein, le Kinjal, c'est 2 fois la Russie a utilisé ça, elle n'utilise plus ça. Il y a beaucoup de trucs de missiles de nouvelle génération que la Russie n'utilise pas. Il y a des chars, le T-92M, le T-92M, quoi là. Et puis il y a le T-14 Armada, Terminator et tout ça. Hein? Il y a des chars robots que la Russie a fabriqués, mais la Russie n'utilise pas sur le terrain ukrainien. Toutes ces armes sont là pour attendre au cas où l'OTAN interviendra. La Russie va faire sortir ses armes. Donc voilà, la Russie c'est un pays vraiment puissant et Poutine les a défiés. Poutine les a défiés. Il a dit, si vous voulez battre la Russie sur le terrain militaire, mais on vous invite sur le champ de bataille. Donc c'est une manière de défier. Il dit l'Occident, donc Amérique y compris. Donc c'est une manière de dire, la Russie n'a jamais perdu de guerre. Hein? Je ne parle pas de l'URSS. On parle de la Russie là. Voilà. Donc l'URSS, oui, dans son passé peut-être a perdu quelques trucs. Mais la Russie que nous connaissons là, depuis que la Russie a commencé, en 90, depuis la chute de l'URSS, la Russie n'a jamais perdu de guerre. Et donc, Poutine leur fait comprendre que la Russie ne va jamais perdre face au truc, hein, aux ukro-nazis, et que la Russie va les battre. Et donc, tous ceux qui ne sont pas contents en Occident, que ce soit les États-Unis, les pays occidentaux, qu'ils viennent sur le champ de bataille, ils vont se mesurer. C'est la première fois qu'un pays au monde défie l'Occident et l'Occident se voit incapable d'intervenir militairement. Parce que dans tous les pays du monde, l'Occident a toujours intervenu. Ils n'ont pas besoin de trucs d'appartenir à l'OTAN pour intervenir. Dans tous les pays, l'Occident intervient en disant qu'on veut instaurer la démocratie. Donc, où l'Occident a intervenu là, ils n'avaient pas eu besoin à ce que ces pays soient dans l'OTAN pour intervenir.
Ils ont intervenu parce qu'il fallait sauver des peuples en Libye, en Irak, ceci, cela. Mais avec la Russie, non, ils ne le font pas. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Et que la Russie est un gros morceau. Donc du coup, ils tiennent des gros discours. Mais pour intervenir, non, c'est impossible. Car la Russie est un autre pays. Est une puissance que l'Occident craint. Quel que soit ce qu'ils vous diront. Non, la Russie est faible militairement. Ne les écoutez pas. Si c'était le cas il y a longtemps, ils auraient déjà intervenu. Mais c'est parce qu'ils savent que la Russie est une puissance de feu. Et eux-mêmes, ils craignent. Ils savent que les munitions, le nombre de munitions que la Russie a, les pays occidentaux n'ont pas ça. Et donc, du coup, ils vont beau parler, mais ils ne pourront jamais agir. La Russie est un pays de feu. Et le monde change. Si on se laisse, c'était l'incontournable bien compris. On est ensemble. Ciao.